C'est samedi soir, on a la permission de minuit, on parle de hockey sur glace, il y avait 3 matchs au programme, mais c'est un back-check XXL, donc on va vous en donner encore plus pour revenir sur les 3 rencontres avec notamment un match très attendu du côté de Fribourg. Il y avait un petit parfum de revanche entre Fribourg et Lausanne ce soir. On a vu les beaux buts, mais surtout on a vu des grands gardiens ou d'autres qui ont subi, qui ont vécu des soirées un peu plus difficiles. On va revenir sur tout ça avec nos invités, avec Antoine Desclous, avec Yves Sarrault, avec Stéphane bien sûr. Mais l'image du jour, ce n'est pas un but, non, c'est un arrêt, un big save comme on les appelle, signé Reto Berra. C'est pas la première fois cette saison, Stéphane, qu'on voit un gardien qui est déporté comme ça, puis qui nous fait un plongeon. C'est un arrêt de gardien de but quand même, plus qu'un arrêt de gardien de hockey un peu. C'est du foot, ça. Les 2 mains en avant, c'est du foot, ça, non? Mauvaise technique. Mauvaise technique, non, pas de technique. Marc Denis le disait, hein? Les gardiens qui font des arrêts spectaculaires, c'est parce qu'ils sont en mauvaise position. Non, mais là, l'échange de puck était magnifique. Ouais, c'est compliqué à suivre Des pour passes, lui. poum, des passes à une touche, là. Oh, même tous les joueurs de Fribourg sont en train de regarder la rondelle, hein? C'est incroyable. À part ça, tu as quand même un peu de frustration, là, tes gardiens. La Berra, il a fait un match exceptionnel ce soir. Là. Il fait un big save. Là, tu te dis, mais ça, là, quand même, tu ramènes pas la victoire. Toi, tu es d'accord, Yves, tu sais que tu as fait un grand match. Tu es dans la cage, tu sais que tu as fait un grand match quand même. Ben, c'est certain. Puis ils étaient tout prêts quand même à la fin du match quand même. Mais moi, j'ai vraiment, c'est un excellent match de sa part. Je pense que les 2 gardiens ont bien joué, mais lui en particulier a été testé, comme on dit en anglais, encore une fois. Oui, il était... Plus qu'à son tour. Bon, on va voir ça. Ah oui, parce que s'il ne fait pas les 3-4 saves, c'est 5 ans. Je veux dire, les meilleurs, vraiment les plus grandes, les chances les meilleures chances de marquer sont venues du côté de Lausanne, quand même. Oui. Je croyais que tu allais dire 6-1. C'est le score déjà des 2 premières confrontations entre les 2 équipes. Même pas. Ça n'a pas été le cas ce soir, c'était plus serré. On va y revenir d'ici quelques instants. Mais avant ça, la première partie qu'on va décortiquer, messieurs, c'était la partie qui promettait beaucoup aussi entre Lugano et Zurich. Lugano qui avait joué la veille, qui s'était fait fesser à Bienne, en encaissant plus de 6 buts. On s'attendait à une réaction du côté du Tessin. Eh bien, ça a viré au cauchemar, Antoine, parce que notre ami Schlegel, là, il en a pris 6 la veille, et il va en prendre 3 en l'espace de 7 minutes, et surtout 2 en l'espace de 35 secondes. Ouais, on s'est bien posé la question si Pelletier allait changer son gardien, prendre des temps morts, parce que ça faisait en moins de 70 minutes 9 buts encaissés. Et il n'a pas souvent l'air bien sur ces 9 buts. Et là, on ne dit pas que c'est le punir, c'est surtout pour essayer de lui sortir un peu la tête de dos quand on sort un gardien comme ça. Jusque-là, il a été excellent dans le championnat. Oui, il a pris son temps mort à la suite de cette réussite. Serge Pelletier, la deuxième signée Prassol. Il y a Lundstein qui avait ouvert le score sur un assist de Bodenman. On va prendre le temps mort. Logique, messieurs, finalement, Steph, on prend son temps mort. En général, on prend son temps mort au 2e but, et on sort son gardien au 3e. C'est un peu... Oui, c'est la théorie de certains entraîneurs que Bob Barkley disait. Hein? Après 2 buts rapides, tu changes ton gardien après 3. Tu temps mort après 2 buts rapides, puis tu changes ton gardien après 3. Le problème, c'est que là, il y a un jeune dans l'alignement au niveau du poste de gardien, et puis c'était peut-être l'envoyer un peu au casse-pipe. C'est Kruger qui va marquer le 3-0 pour Zurich. Et là, en effet, c'est très compliqué, le début de match. Catastrophique de la part donc, de Lugano. C'est 3-0 après 20 minutes de jeu. Et ça c'est un problème. Là, hier soir, il aurait pu le changer aussi. Schlegel a eu un match difficile hier soir. Il ne pouvait pas le changer. Le 2e gardien, c'est un petit jeune. Turkirchen est blessé. Tu as un petit jeune comme qui n'a pas le niveau, qui n'est pas prêt. Tu ne lui fais pas un cadeau. Donc, tu es obligé de laisser ton gardien là. Donc, tu ne joues pas le livre du hockey comme tu devrais le jouer. Et puis là, il a perdu hier soir. Normalement, Schlegel ne doit pas être dans la cage ce soir. Mais il n'y a pas de 2e gardien, Turkirchen. Il n'y a pas de 3e gardien valable. Donc, il est obligé de revenir avec Turkirchen, qui est tout sauf en confiance, connaît un mauvais début de match. Tu es obligé de le laisser là. C'était la même chose mardi à Fribourg, à Lausanne contre Fribourg. Berra n'a pas été mauvais, mais a pris des buts magnifiques marqués par Lausanne. S'il y a un 2e gardien, Connor Hughes n'était pas là, il y avait le gardien des juniors élites. S'il y a un 2e gardien,
juste pour épargner ton premier gardien, ne serait-ce que mentalement, tu le changes, mais là, tu peux pas. Ça, c'est une réalité de notre championnat. Il n'y a pas de profondeur devant la cage. Les équipes ont 2 gardiens. Souvent, le deuxième est déjà limite. En Lugano, ce n'est pas le cas, parce que Turkeshan, c'est quand même un gardien de Liga, de National League, mais là, ça a péjoré. Hein. Là, si tu as un gardien qui tient la route hier soir, tu changes peut-être le momentum du match, puis ce soir, ça ne commence pas la même chose. Mais une fois, tu te dis, bon, pourquoi pas envoyer le jeune, même si ce n'est pas un cadeau pour lui, au moins une fois il joue. Tu changes d'état d'esprit. De toute façon, tes joueurs, ça ne veut pas dire que tu veux le perdre, mais tu sauves quelqu'un, tu mets un jeune. Ça donne aussi une dynamique peut-être dans l'état d'esprit de l'équipe, dire personne n'est garant d'avoir quelque chose, même si c'est un jeune qui est junior, il a une chance. D'un autre côté, tu peux tourner ça en positif pour aller de l'avant. On ne va pas dire que tu décides de perdre un match après 10 minutes, mais tu envoies un message aussi à tes joueurs. Je pense que tu peux te servir en communication à l'interne différemment. Moi, je pense qu'à 3-0 tôt dans le match, j'aurais fait un peu la même chose. Franchement, avec un jeune gardien sur le but, j'aurais géré un peu la même chose en espérant, mais c'est certain qu'ils n'ont pas sorti la première période, c'était catastrophique du côté de Lugano, surtout après un match qu'ils ont connu hier. Je vous rappellerai que, messieurs, avant le week-end, hier, à 36 heures en arrière, Lugano était la meilleure défensive de la Ligue, avec 2 buts encaissés par match. 5 contre 5, globalement par match, 2 buts encaissés. Là, ça a ramassé un coup ce week-end. Hein? Mais mental, ouais. Je suis d'accord avec toi. Puis en plus, on a vu ce qui s'est passé à Langnau. Hein. Rappelle-toi, il y a Poulenov qui a un problème de matériel. Il ne revient pas. On met le petit jeune dans la cage. Pam. Il y a Gaulle. C'est toujours plus intelligent après. Mais peut-être qu'il s'est posé la question aussi pendant la pause. Serge, peut-être qu'il s'est dit aussi, peut-être pendant la pause, il s'est dit, tu sais, parfois il y a des coachs qui sont comme ça, ils regardent leurs joueurs dans les vestiaires, là, puis peut-être que tu prends cette décision, tu les sens, je sais pas, c'est peut-être une question de feeling en se disant, ok, d'accord, là je les sens pas du tout concernés, je les vois pas se rebeller, je les vois pas comme ça, peut-être que tu l'apprends après. Peut-être une discussion directement avec son gardien. Hein. Est-ce que tu es à même de continuer? Est-ce que... Je ne sais pas, vraiment, dans cette situation-là, puis on ne sait pas forcément le niveau du gardien du junior. C'est difficile, mais... Analyse les buts aussi. Hein? Ouais. Analyse les buts entre les périodes, puis tu prends la décision assez rapidement pour voir la compliqué. Suite. Ouais. Les théories, mais toujours est-il qu'il est resté dans la cage. Il est resté dans la cage et Lugano va réduire le score en deuxième période, même si Zurich va manquer le coche. Hein. Ils ont un 5 contre 3, ils n'arriveront pas à marquer le 4e, et finalement, en fin de période, c'est Harburger qui va pouvoir marquer ce but avec un portier zurichois qui n'a plus sa crosse, on le voit, QLR en l'occurrence. Et ce puck qui est passé. Mais là, à 3-1, on avait un match, là. Oui. On avait un match pendant un bon bout. Oui, 3-1. Il était légèrement revenu. Légèrement devenu, mais il y a une troisième période. On a vu l'ombre d'un retour. Je pense que Lugano était mieux dans cette deuxième période. Mais ensuite, en troisième période, Zurich va assurer le coup avec la ligne qui était en feu ce soir, celle de Hollenstein, celle de Pius Suter et de Bodenman, puisque c'est Bodenman qui va marquer sur un assist de Pius Suter le 4-1. En deuxième vague, comme on dit, il a bien suivi cette action. Le travail préparatoire de Pius Suter. Oui, Antoine. Ils s'entendent, la ligne. On voit que, on l'a dit en début d'émission, Zurich est en train de revenir, les types qui peuvent être, hein, parce qu'ils ont du bon matériel hein, dans l'alignement. Et puis, quand ça roule, ils se font plaisir. Et Pius Suter fait énormément de bien dans l'alignement. Ouais, il fait du bien. Et puis, on a encore un but. On est d'accord. Et puis, un peu pour Schlegel aussi, celui-là, parce que l'Anglive, bon. Oui, le défenseur qui prend le puck depuis derrière de son but et puis il transporte pratiquement jusqu'à 5 mètres à l'intérieur de la ligne bleue, fait un jeu et puis, je sais pas, Lugano, ils étaient où sur celle-là? Puis Hollenstein rate son tir un peu, je crois. Hein. Il fait entre les jambes, mais il me semble qu'il... Hollenstein, cette année, il marque des buts. Hein. 10 buts! Il y a tout qui tourne pour lui. Hein. Vraiment, offensivement, cette année, Hollenstein, il y a eu un match de 4 buts, évidemment, dans une cage vide, mais il trouve toujours le moyen de s'inscrire au pointage. Il marque beaucoup de buts. À la base, c'est un passeur. C'est pas un sniper, le garçon. Hein. Okay. Mais là, il a Bodenman avec lui. Les deux font la paire. Bodenman était blessé en début de saison. Hein. Il est revenu. Là, tu as Suter en plus et puis tu as Bodenman en plus. Là. Pas 2 manches à balai. D'accord? Ou 2 pieds de céleri, comment on disait pas ça?
Ça change la physionomie d'une équipe. En effet, ça l'a changé. 5-1, donc victoire de Zurich. Et c'est du solide, hein, messieurs, Zurich. Ça le prouve encore une fois. Ah, c'est peut-être pas Lugano, peut-être un petit peu compliqué à voir, mais Le week-end on parle de difficile plus pour sous terre. Lugano. Week-end difficile pour Lugano. Là, ils reçoivent Bienne à la maison mercredi. Donc là, je pense que Serge Pelletier a un boulot pour... il espère peut-être que Turkirchen revienne aussi, parce que Schlegel, là, si Turkirchen ne revient pas, Schlegel, je pense que l'entraîneur des gardiens a du boulot là, cette semaine, là, parce que c'est vraiment un week-end difficile. Puis on sent Schlegel, on a vu son body language ce soir qui était pas... Mais j'aimerais qu'on parle de quelque chose, messieurs, puisqu'on parle de Zurich, pendant qu'on y est. On a appris plus ou moins officiellement qu'Axel Simic, qu'on connaît bien, on a coaché, qui est à Zurich depuis 2 ans, qui a signé à Davos. C'est pas annoncé officiellement, mais Nussbaumer et lui auraient signé à Davos. Et là, Axel Simic, pour la première fois en 2 ans, est envoyé au Getsek Alliance. Punition, c'est ça? Punition? Est-ce que la directoire est fâchée qu'il ait signé ailleurs? Comment on prend ça? Moi, je prends ça... J'ai parlé à personne. Mais je me dis, ça fait quand même bizarre. Bon, un peu dans l'air du temps aujourd'hui. Il me semble qu'on fait un peu du n'importe quoi souvent. Et puis là, voilà, il décide de signer. On essaie de faire un gentleman agreement. Il n'y a personne qui le suit. Et on se venge sur le pauvre gars. Là. Est-ce qu'on se venge? C'est ça ma question. C'est un peu dommage. Ça paraît mal un peu, on le sent un petit peu comme ça. Alors peut-être qu'il y a une réelle raison derrière, mais nous, là, avec les quelques éléments qu'on a, peut-être qu'on fait un résumé trop rapide, mais c'est ça qu'on a comme feeling. J'espère que c'est pas ça. Moi, je pense qu'ils veulent lui donner le temps de glace. C'est peut-être le 14e, 15e attaquant, peu importe, dans l'alignement. Ouais. Puis à la place de s'asseoir là et puis de regarder un match depuis les estrades, depuis les gradins, ben d'aller prendre du temps de glace. Et puis, si jamais il en a besoin, t'es mieux qu'il joue en bas. Et puis, éventuellement, si t'en as besoin, ben il rentre dans ton alignement puis il se sent un peu mieux par rapport à donc, selon toi, c'est le retour de Bodenman, le retour de Suter qui fait qu'il n'y a plus de place pour lui, puis on l'envoie sur un concours de circonstances. Moi, je crois que oui. Ça, Okay. Moi, je vais vous poser une deuxième question. Là, il y a 2 jeunes anciens joueurs de l'équipe nationale qui signent, Simic, Nussbaumer qui signent, et je pense que Dominique Egli sera le prochain à suivre du côté de Davos, un autre joueur de l'équipe nationale U20, coaché par Christian Volven. Dominique Egli, c'est une hypothèse pour l'instant. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts maintenant au double mandat? On en a parlé déjà. Reto Reifeiner, quand il était chef des équipes nationales. Reto Reifeiner est directeur sportif à Davos. Quand il était chef des équipes nationales, il refusait que ses entraîneurs d'équipe nationale aient un double mandat, qu'ils soient coach en club et en équipe nationale. Maintenant, il est directeur sportif à Davos. Il a engagé Volven. Et Volven a un double mandat. Il est assistant coach de l'équipe nationale. Et là, moi, je sais que dans la Ligue, ça discute beaucoup parce qu'il dit, bien là, finalement, le gars... Est-ce qu'il ne téléphone pas au gamin en disant « Bien là, si tu viens chez nous, c'est sûr que tu auras une meilleure chance d'aller en équipe nationale une fois, ou il profite du fait qu'il le connaît par ailleurs bien, et puis il établit un climat de confiance. » Ça s'est vu dans le passé. Est-ce que ça vous choque pas, vous, un peu, là, tout ça? Moi, honnêtement, de nouveau, on peut tourner autour de la sphère et regarder différemment. Celui qui a été intelligent, là, c'est celui qui a engagé son directeur technique. Lui, il a pris la bonne pioche. OK. On prend Raffiner, on le met à la direction de Lugano, puis, de Davos, excusez. Et puis tu fais... Là, de nouveau, c'est les équipes nationales qui sont responsables de Port Hindou. Il va défendre son employeur, ce qui fait très bien Raffiner. Il le faisait pour la Ligue, il le fait pour Davos. Donc moi, je devrais dire plutôt félicitations à ceux qui ont été chercher Raffiner pour donner le club, d'un côté. Puis après, bien entendu que même s'il ne veut pas le faire... Il connaît les joueurs, et le joueur, il connaît l'assistant coach, et puis c'est aussi plus facile. C'est humain, hein? C'est plus facile. Simon Lecoult aussi. Donc, Simon, c'est un bout d'intelligence Il va chercher des bons jeunes, il les a coachés. Yves, t'en penses quoi? Ben écoute, un couteau à 2 tranchants pour ça, parce que Volven s'y est involve avec l'équipe nationale, évidemment, puis il prend pas un de ses joueurs, puis il va de l'autre côté, il prend peu importe, puis il balance un peu de l'autre côté. Pour un autre joueur, ben le joueur chez lui, l'année prochaine, il va dire « Ah, merde, je pensais que j'étais au même niveau que lui, puis tu m'as pas pris. » Puis en même temps, de l'autre côté, ça peut favoriser les joueurs dans son équipe. Évidemment, quand il vient le temps de prendre des décisions sérieuses vers la fin de décider qui est sur le contingent, finalement, pour jouer ses matchs. Ouais. Fait que ça peut... Il se met un peu entre les deux. Mais c'est vrai que c'est pas le gars principal, c'est Fisher, évidemment. Puis lui, ben
mais c'est certain qu'ils vont influencer le vote. C'est une question. Moi, je Ah ouais, ne sais zone pas ce que grise, j'entends un peu. Non, mais sur la zone grise, autant en profiter. Je veux dire, je vois pas pourquoi on en voudrait. Moi, je me mets à la place de Ouais, Reifaner et bon. Volven. Tu profites pour attirer des bons jeunes je veux que dire, tu faudrait quand connais. même- Puis moi, je pense que c'est pas une mauvaise adresse. À part ça, pour Simic et On est Nussbaumer, d'accord. c'est pas une mauvaise On est adresse. d'accord. On est d'accord. Messieurs, je pense qu'on va pouvoir largement en reparler parce que pour l'instant, on est toujours dans le domaine de la Ouais, mais spéculation je pense puisqu'on que n'a pour ces deux-là, c'est- aucune information officielle, en tout cas sur la signature, etc. C'est sorti sur Watson. Ni sur le temps de glace futur de ces 3 joueurs, sur leur rôle et finalement sur leur présence dans la future équipe nationale A Ah, aussi. ouais, mais- Parce que ça fait quand même beaucoup de si comme ça à ce niveau-là, quoi. Voilà. Pour parler de Davos, puisque c'est la thématique, on va continuer. Puis c'est le deuxième match de la soirée qu'on va passer au crible Rapperswil-Davos. Eh bien, ça a été une soirée porte ouverte, messieurs, festival de Gaulle de part et d'autre. Là aussi des émotions. Christian Vavette, on va le revoir assez énervé parce qu'on sent qu'il est assez expressif. On se rappelle derrière un banc, faut-il le dire. Mais en tout cas, ça va être un début tonitruant dans ce match avec l'ouverture du score. Dès la 2e minute de jeu, c'est Clark qui va pouvoir marquer. Clark bien seul devant le but qui profite du rebond. C'est facile, c'est efficace. Et c'est un 1-0, messieurs. Ouais, on ne savait pas comment Davos allait rentrer après leur quarantaine. Après 2 minutes, c'est 1-0. On regardait d'un œil sur l'écran, on se dit, ouh, qu'est-ce qui va se passer? Ça n'a pas été long qu'ils ont répondu, Davos. Là. Ben c'est ça, puis c'est peut-être ça en fait qui fait le déclencheur justement de ce match, en tout cas du bon match de Davos, parce que c'est Young qui va égaliser, Sven Young, avec le travail préparatoire, on le voit, d'un certain Andrés Ambul, 1 partout. Et c'est pas terminé, messieurs, dans cette première période, puisqu'il y a un joueur, Stéphane, qu'on montre un peu du doigt parce qu'il connaît un début de saison un petit peu plus compliqué, c'est Turunen. Turunen qui trouve le chemin des filets sur un assist de Baumgartner. Ouais, ça, c'est un étranger finlandais qu'on allait chercher. Il a connu 2 bonnes saisons dans sa carrière en Finlande. Les 2 dernières. C'est un gars qui arrive un peu de nulle part et tout. On l'a présenté comme un bon successeur à Ted Unby qui avait connu une saison remarquable. Et il peine à se mettre en marche. C'est son 2e but de la saison, Turunen. Regardez, quand même, c'est pas un grand classique du hockey, mais il va quand même travailler pour la glisser au fond, regardez, au dernier moment. Mais pour l'instant, Turunen n'est pas de personne, disons. Bon, on va lui donner du temps, il va s'adapter au championnat, il y a eu l'histoire de la quarantaine, l'altitude, il y a plein de bonnes raisons. Mais pour l'instant, moi, je trouve que ce gars-là manque un peu de patin. Ouais. Parce que en Finlande, c'est pas aussi rapide qu'ici. Hein. Le jeu n'est pas aussi rapide, c'est un jeu très fermé. Et ça prend beaucoup de patins ici pour performer, il faut être très rapide. Et je trouve que ce gars-là, je l'ai vu 2 fois en match amical, j'ai observé les matchs, je trouve qu'il manque singulièrement de patins. Il est malin, mais la vitesse, je pense que c'est pas tout à fait ça. On va se rendre en deuxième période parce que la deuxième période va être complètement folle, messieurs. En effet, avec tout d'abord le 3-1 de Davos, signé Luca Ischier. On est à la 24e minute de jeu et tout va terriblement s'accélérer. Encore une fois, Andrés Ambul est sur la glace. C'est encore lui qui travaille fort, encore et toujours. Je veux dire, c'est l'éternel Andrés Ambul. C'est un détonateur à chaque fois qu'il est là. On se dit, mais quand c'est qu'il viendra un peu moins rapide? Quand c'est qu'il aura un peu moins large? Quand c'est qu'il... Mais non. Et chaque année, c'est la même chose. Et il a toujours le sourire. Non, mais C'est génial. il comprend la game. Il amène son puck au but, puis même il échappe son puck, le puck se retrouve en avant du but, puis ça donne une chance de marquer. Va au net avec ton puck, puis les choses vont se créer. Eigenberger qui va réduire le score, puisqu'à chaque fois qu'on croit que Davos va appuyer sur l'accélérateur puis finalement plier la rencontre, ben non, Rapperswil, accrocheur tel un pitbull à son os, eh bien, parvient encore et toujours à revenir dans la rencontre avec cette réussite. Signé Eigenberger qui peut tromper Robert Maillard dans la cage. Eigenberger, c'est un ancien Davosien, hein, qui est formé à Davos. Parti une année au Canada, il est revenu. C'est un gros bonhomme. Manque un peu de sens de hockey, mais très, très puissant. Le tournant du match, alors que Rapperswil est en supériorité numérique, ils vont encaisser non pas 1, mais 2 buts. Regardez Ambul tout d'abord qui va marquer le 4-2. Il a été chanceux parce qu'il a raté son coup complètement. Regardez, il échappe la rondelle. Hop, 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 hop. Bon, encore comme le but qu'on a vu tantôt sur la 6, il a échappé son puck finalement, il s'est retrouvé en avant du but, puis Eric a le C'est un des fake soirs move, comme non? ça. Ah ouais, on c'est peut- ça, je pense que c'est... C'est feinte. Ouais. C'est feinte. Bon, celui-là, il est beau par contre. Hein? Ouais. C'est qui? C'est Herzog qui serait en partance pour Zug. Zug. Merci Stéphane. Non mais 2 buts encaissés. Ça, le Non mais je suis d'accord, il est beau, mais... Ça, c'est une faute professionnelle. Et Steph,
De quoi? T'encaisses 2 buts à 5 contre 4. T'es 5 contre 4, Ah tu te oui. fais marquer 2 fois. Sur le même power play, là, tu te fais marquer 2 fois. Là, ce qui est bien, c'est que sur le banc, il y en a déjà 10 qui n'osent pas se regarder. Il n'y a plus que 5 qui peuvent s'énerver. C'était soirée porte ouverte là, pour Rapperswil ce soir. Ah, mais c'était dur. Puis pour Diffeller aussi, c'était dur. Hein. Très honnêtement, il a fait un excellent match, Steph, la veille. Hier, il a été bon. Face à Genève, il a été très, très bon. Ouais, très quoi. bon. Tu vois, il a maintenu son équipe, etc. Puis là, il prend le bouillon. Hein, comme on Il y dit, a parce plusieurs que c'est- gardiens qui étaient très très bons et qui prennent le bouillon récemment, vous avez remarqué? Oui, c'est non, comme quoi. Allez, réduction du score. Parce que Rapperswil, c'est comme ça. Vous croyez que c'est terminé, ça l'est pas. Le TAC va marquer le 3e. Avec ce puck Aïe, 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 qui sautille, le breakaway. Et pam! Et voilà, ça finit au fond. On a un 3 contre 2 d'un côté, et puis après, on se retrouve Oui, ils sont où, les sur joueurs un de échappé, Davos, là? une mauvaise exécution sur le 3 contre 2 en entrée de zone de Davos. Et puis, Moi, j'ai compté 4 joueurs de Davos sur la glace. Il y en a 3 contre 2, puis après ça, ils partent, puis il y en a qu'un qui. Bref, il y a je pense qu'il y a peut-être un mauvais changement là-dessus. pas sûr que Maillard, il a bien joué celle-là, franchement. Hein? Non, il est sorti avec sa canne. là. Son ancien copain, un Beaulieu, là, je pense que. à Il va lui Genève. téléphoner demain. Ah, ouais, ouais. En powerplay, c'est Big Big Joe. Big Joe Thornton qui va marquer le 6e. Assist de Herzog et de Luca Ischier. Avec Ouais, le petit bon. coup d'œil d'Herzog, la passe est pas mal. hein, quand même, aussi. Ah, le flip, Ouais. sur 2 mètres d'exécution, c'est très, très bien fait. Ça. C'est du beau, c'est du bel ouvrage, comme on dit ça. C'est du Ah, bel ouvrage. elle est levée, puis elle est Ouais, levée. puis il est vraiment, elle tombe facile. très, très Il est rapidement. facile, tac, il fait la. Non, c'est. Mais c'est pas terminé car Cage Ferry va une nouvelle fois récupérer ce puck. Aïe, aïe. Ça joue risqué quand même un peu hein, dans ce match. Il y a Faut pas dire beaucoup de- grosse erreur. Beaucoup de déchets dans ce match. Puis évidemment, un gros score à la fin du match. Écoute, tu peux pas échapper ton puck là. Tu es le dernier à transporter le puck hors de ta zone. Puis, oublie ça. On avait du hockey d'une autre époque ce soir à Rapperswil, messieurs. Et 7 buts dans une période, ça, pour ça, c'est énorme. 7 buts dans une période. C'est assez On voit plus ça aujourd'hui. phénoménal. Thornton, on va le retrouver. Joe Thornton, Big Joe, justement, pour le 7e but doublé pour lui. Ce soir, il monte en puissance, comme on dit, avant de rejoindre Toronto pour la saison de Ouais, ça va être NHL. compliqué pour lui du Toronto cette année. Hein. Il a bien ralenti, le Joe. Hein. Ben, écoute, il est ralenti, mais tu regardes la patience sur ce jeu-là, puis tu regardes son pourcentage de face-off. C'est pour ça qu'il s'en va à Toronto. Hein? Ouais, expérience. Ouais, l'expérience, les face-off, ça s'en prend pas du jour au lendemain. Puis bon, il va pas partir en breakaway à tous les matchs avec Toronto, Steph non plus. Il sera plutôt positionné, etc. Et là, Joe Thornton, il manque son coup. Regardez, là, hop, il veut lever la canne. Il veut prendre le puck, il se fait lever la canne. C'est goal. C'est Duner qui va marquer, mais c'est le but qui va provoquer l'ire de Christian Volvend pour une position de hors-jeu. On va challenger ce but du côté de Davos. Cette dernière réussite saint-galloise, la 5e. Regardez en bas de l'écran, là, messieurs, là, si c'est pas hors-jeu. Là. Pas le puck. Hi! Ouais. Ça va l'air d'un hors-jeu vite comme ça, là, mais... Mais on passe un peu de temps, quand même, les arbitres, à regarder le vidéo, non? Ouais. Mais la qualité, probablement, la qualité est peut-être pas très, très bonne pour voir exactement si la lame touche et puis si le puck est complètement passé. Je pense qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'ils ne pouvaient pas conclure. Exactement. Un peu comme Jean-Claude Duss. quoi. C'est ça, exactement. Ah, c'est Comme ça. les bons Pour c'est citer exactement. les exemples C'est un grand cinématographiques que classique, nous ça, connaissons tous, c'est ça. Quand on parle de conclure, tout le monde, on pense tous à la même chose. Bah, avant de conclure, messieurs, cette soirée de Hockey sur glace et puis de parler évidemment de notre match studio, on va faire une petite pause puisqu'on est samedi soir et juste après cette émission, il y aura le 2e épisode du repas d'équipe avec Christophe Baluet et Laurent Meunier qui reçoivent cette fois-ci à leur table un certain Chris Maxorley, un certain Arnaud Delcourteau, mais oui, 2 entraîneurs que tu connais bien, Yves, puisque évidemment ils t'ont coaché. Alors avant d'en parler, je vous propose de regarder cet extrait. I was hard in the training all the time. Hard. Every second. Not every 2 seconds. I was crazy. But outside I was lovely sky you can have. So in the break time I trained. You cannot do this, but I made it. We trained 4 times a day. Hard. So and many new players they were special Canadian players.
What is he doing here? It's not possible. They start to talk with the player and say, we have to go to the coach and to tell him this is not possible. I think so. You know what these players told him? Don't go. When you go, he make 5 trainings after. And they were quiet and they made it. So, and then they will come better and better and they say, oh, it was great, this was good. So they have to learn this, but you need time that the players can help you to bring this. Because they trust you. Yeah. There could be a lot of videos, but I can assure you that when I went to Las Vegas in 1994, he taught me about the rating system. Bob Strum is the crazy professor. And I thought if I just nodded my head after 3 months, he would stop telling me about ratings. But for me, it's my crystal ball. And I can sit there and I knew that we were going to win in Geneva in promotion. I knew we were going to make the playoffs our first year when we went LNA. I can just about predict exactly where we're going to finish every year because you rate the team. And it's a numerical system where every player has a number. You don't want to know your number. I know my number. You already explained me my number. No. You are solid 2. No, it's a 7. 7 is good. Yeah, that's right. I was sometimes it's like he explained me. He say, Laurent, sometimes you're 7. Nobody is 7 sometimes, but you too many times a 5. You gotta be. If you want to be an import in the league, you gotta be a 6 every night. That's right. It's amazing. And sometimes you're 7, but you too many times a 5. It's amazing he remembers that. Voilà, ça n'a pas manqué. Hein. C'est juste après Backcheck XXL. Alors, je suis obligé de me tourner vers toi, Yves. Tu as été coaché par les deux, hein, durant une saison à Genève, une saison à Davos. Si tu veux bien, tiens, on va commencer, je veux dire, chronologiquement parlant, par Genève. Tu étais d'abord sous système de Chris. C'est vrai qu'il notait ses joueurs. C'est vrai qu'il te disait aussi, toi, Yves, tu devrais être plus souvent 7. T'étais combien, on peut le savoir? Moi, je sais pas. Mais dans mon temps, je me souviens pas. Mais je sais que l'année, quand on était là, on a manqué les playoffs de très peu. L'année que j'étais là, à Genève. Mais c'est l'année où il faisait la transition pour prendre une grande partie de... Je pense qu'il était pas mal occupé à faire... Business. Ouais. Puis, Les petits achats. écoute, on était bon, on était correct, mais finalement, on n'a pas fait les playoffs. Mais évidemment, une légende du hockey suisse, lui et Arnaud, évidemment. Mais c'est un gars émotif, c'est un gars qui est demandant. Puis, Lequel des deux est le plus exigeant, en fait? Oh, c'est comparatif. Je les compare. Les deux sont beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, puis ils vont pas de deux manières de dire si tu la joues pas bien. Puis si tu joues bien, mais si tu ne parles pas, ben tout est bon. Tout est beau. Arnaud, il nous parle des entraînements supplémentaires, etc., pendant la pause équipe nationale. Tu as vécu ça, toi? Écoute, moi, j'ai pas fait la préparation d'été. Je suis arrivé T'as échappé en début, à ça, c'est ça? Début de saison, exactement. Fait que j'ai pas connu la préparation d'été, mais je sais qu'il était intense. Ses entraînements étaient souvent répétitifs, mais on savait où on s'en allait, puis c'était tempo, 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 et puis il gueulait, puis en tant qu'importé, tu arrivais là. Tu n'avais pas un mot à dire. Tu savais que tu avais ton groupe de leaders là, qui étaient les Van Arks, les Genola, puis tu peux en nommer 2, 3. Puis tu avais des jeunes Ambules qui étaient là, et puis les Rieser qui commençaient, qui montaient des juniors. Fait que tu savais que tu avais un groupe de joueurs là, qui savaient comment ça se passait à Davos, et puis toi, tu focusais sur ton match, et prépare-toi physiquement, fais le truc. Puis son système de jeu était quand même assez simple. Fait que c'est pour moi, en tant que joueur, j'ai bien aimé. Est-ce qu'il faisait de la vidéo, Arnaud? Dans le temps, 0 vidéo. OK. Ça paraît que ça n'a pas Dans mon temps. Ça paraît que ça n'a pas tellement changé. Mais ça reste des personnages. On a eu d'autres en Suisse. C'est ces gens qui sont tellement passionnés de leur sport, du hockey sur glace. Oui, peut-être qu'ils vont dans l'excès. Ils vont jusqu'au bout des choses, puis on ne peut quand même pas leur reprocher parce qu'ils t'apprennent déjà un bout de travail, parce qu'ils sont beaucoup plus durs avec eux-mêmes, des fois, que nous, avec nous-mêmes. C'est des passionnés. Hein. On a eu un Cadieux dans le temps à Fribourg, on peut en citer d'autres, hein, des gens qui étaient très durs. Et finalement, si on rembobine la cassette, c'est des gens avec qui on a eu du plaisir à bosser.
Mais 20 ans, hein, vous imaginez, 20 ans à la barre d'une équipe, c'est quasi un peu, c'est impensable maintenant, quasiment. Quoi. Non, tu peux Bah, plus je veux voir dire, ça. c'est des choses, il y a... Non, lui, c'était le Robin des Bois, les Risons. Hein. Je veux dire, là, lui, il faisait la pluie puis le beau temps. Il a déjà dit à des gens, je vais t'interdire de rentrer dans le village. Hein. Je veux dire, il pouvait faire tout et n'importe quoi. Et on me disait, Arnaud, il a fait. Je veux dire, il a fait des trucs avec les arbitres aussi. Moi, j'ai connu, c'était effarant aujourd'hui. Il serait amendé, suspendu. Il pouvait être, je me souviens qu'il a traité publiquement en entrevue après le match. Il y avait un arbitre slovaque qui avait arbitré un soir. Karol Popovic, pour ne pas le nommer, il l'a traité de mangeur de patates. Hein, je veux dire, puis tout était beau. Arnaud, c'était rigolo, c'était Arnaud qui le disait. Si Chris McSorley avait fait la moitié de ce qu'Arnaud Delcourteau a fait, Ça, c'est vrai. il aurait été amendé pour 1 million. Je veux dire, mais avec Arnaud, c'était... On ça, s'en il parle faisait beaucoup, ça, hein. Arnaud. Steph, alors, vous vendez très très bien, vraiment, le repas d'équipe après, parce que Chris Maxwell va parler d'une anecdote où il frappe la porte à Berne, alors qu'Arnaud l'a fait. Enfin, je ne vais pas tout dévoiler ce qu'il va avoir dans l'émission, Moi, je vous allez pense que voir. vous en Vous allez voir racontez ça, des mais Il pouvait tous vous parler. allez voir qu'en effet, Arnaud, il faisait la pluie et le beau temps, c'était le boss à Davos, comme Chris était le boss à Genève. en effet. Ouais, mais on ne se rend pas compte, là, on est focusé Suisse romand, là. Hein. Alors on parle tout le monde avait quelque chose à dire sur Max Orlek, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, enfin, c'est un personnage. Mais on ne voit pas tellement ce qui se passe de l'autre côté de la Sarine depuis la Suisse romande. Et Arnaud, c'était à côté de Chris, je pense qu'il y a encore un niveau. Hein. Ah, Allez messieurs, rendez-vous donc tout à l'heure, juste après ce Backcheck XXL, pour ce double épisode, puisqu'en fait ça va être en 2 parties, une partie avec Chris Maxorley, puis une partie avec Chris Maxorley et Arnaud Delcourteau. Vous n'êtes pas couchés, je vous l'ai dit, c'est samedi soir, permission de minuit, voire plus. On va retourner dans cette soirée de National League si vous le voulez bien. Il y avait quand même notre match studio, le duel qui nous intéressait bien sûr pour nous romans, entre Fribourg-Gotteron et Lausanne. La grosse question qu'on se posait, c'était y a-t-il à avoir revanche du côté de la BCF Arena, parce que Fribourg avait été fessé 2 fois quand même dans les 2 premières confrontations face au Lausanne Hockey Club. Il n'y a pas eu de but lors des 20 premières minutes de jeu. Léger avantage, on va dire, à Lausanne, mais surtout déjà, Antoine, un grand Reto Berra. Ah, Reto était à son affaire. Là, on le voit là sur un déplacement gauche-droite. Là. Tout le match, il a été exceptionnel. Fribourg on était sur la retenue. Hein. Je veux dire, ils ont fait du push-puck au début. Hein. Yves le disait, il y avait vers l'avant, on mettait le puck au fond sans trop d'idées. On avait surtout peur de ne pas se faire prendre derrière et reprendre 3 buts, je pense, après le premier tiers. Ça nous a donné un petit peu quelque chose de pas très séduisant de la part de Fribourg au début. Et Lausanne a pas marqué, contrairement à ce qui était arrivé mardi passé. En deuxième période, pourtant, Lausanne va tout de même trouver le chemin des filets grâce à une réussite de Konecker. C'était très bien joué de la part de Lausanne. Un beau travail de Berchi, Stéphane l'avait analysé, Yves. Puis c'est surtout le but important, parce que dans ce type de rencontre, hein, on voit tout de suite que ça ne va pas tourner à 6-1, 7-1, etc. Que les buts vont compter presque double, on va dire. Écoute, les étrangers ont bien joué. Et puis Berchi, je veux dire, est compliqué à défendre contre lui. Hein. Il est tellement rapide, tellement fluide dans son patinage qu'il sort du coin, puis le défenseur est déjà en retard sur lui. Fait que ça crée des relâchements défensivement, puis ça crée des ouvertures. Et puis finalement, tu peux pas donner 2 pucks en slot comme ça, puis penser que ça rentre Berchi, il est pas. dur à contrer en contre un parce qu'il est fluide, il tourne rapidement, et puis il a un centre de gravité très bas. Il est fort, il est stocky, comme on dit en anglais, il est trapu. Et puis, tu essaies de le pousser, puis il glisse souvent. Il y avait Souter contre lui, là. Il l'a sorti facilement. Facilement. Donc, puis on le voit souvent quand il contourne, hein, il est dur à contrer. Ouais. C'est un joueur qui a eu un lent départ, mais là, on le voit de plus en plus. Là. Et mention à Konecker, qui trouve une nouvelle fois le chemin des filets. Ouais. Et voilà. Avec la deuxième réussite de Lausanne, on va se retrouver en 3e période. Ça, c'est le but qui va faire mal à Fribourg. La réussite signée Boson. Avec, c'est quoi? C'est un changement de ligne un peu... Il y a une perte de puck de Brodin, si je ne me trompe pas, à la ligne rouge, si on rembobine assez, on verra, on ne voit pas là. Il a le puck à la ligne bleue. Il peut le mettre là vraiment au fond tranquille. Le changement de ligne a été commencé. Et il loupe son puck. Et il y a le contre. Les joueurs fribourgeois arrivent. Tout le monde a l'air bête là, sur l'action finale, mais il perd son puck, là, Brodin à la ligne rouge. mauvais changement. Julien Sprunger va réduire la marque. Julien Sprunger qui trouve le chemin des filets. Il n'est plus qu'à ce moment-là une petite unité du total de points d'un certain Slavabikov à Fribourg. Ça aura son importance plus tard en fin de rencontre. Mais c'est le but finalement de l'espoir pour Fribourg, messieurs.
shoot son puck, suit, finit sa ligne de patinage au but. C'est ce qu'on demande à tout joueur de tout niveau, de shooter et puis de finir. Et puis va freiner, va voir là, pour les déchets alentour du but. Puis... Parce que souvent, qu'un droitier qui rentre de ce côté, il shoot, il regarde son shoot, puis il va tourner dans le coin. Ça, c'est le mouvement naturel que tout le monde fait. Le gaucher rentre de l'autre côté, il shoot, il regarde son shoot, puis il va tourner dans le coin, il tourne le dos au jeu. Les jeunes font beaucoup ça. C'est parce que c'est l'appui sur ton patin. Appuie sur ton patin, tu finis naturellement. Ouais. Et lui, hop, l'appuie sur son patin, changer de patin, peut foncer vers la cage. S'il ne fait pas ce changement de direction, puis il regarde, jamais il peut marquer ce but-là. Tous les jeunes qui nous regardent, là, c'est exactement ce qu'il faut Il n'y a faire. pas de pénalité là, sur le gardien, là? Là, sérieusement, il est Je dessus, sais hein? où tu vas en venir, monsieur. Il est dessus, hein? Non, il n'y a pas de pénalité. Ça aura son importance. D'ici quelques instants, vous allez voir ça. Mais avant cela, on va voir un autre gardien. Tobias Stéphane, quand même, aussi, qui est dans cette partie. On a parlé déjà de Reto Berra, on va parler de Tobias Stéphane. Regardez Desharnais qui va contourner la cage, qui va aller placer ce puck-là. On va quand même aller voir la vidéo sur cette action-là. D'ailleurs, le petit coup d'œil de Desharnais qui regarde quand même un tout petit peu où est cette rondelle. Tobias Stéphane aussi. Il y a quand même un petit moment d'inquiétude, messieurs. Regardez, il a perdu sa lame. Il a perdu sa lame, oui, déjà, le premier coup. Mais Steph, c'est surtout qu'on ne voit pas le puck sur sa jambière. On ne voit pas le puck sur sa jambière, donc il a joué un peu de chance. Parce qu'en fait, il veut faire son déplacement droite-gauche en s'appuyant sur sa jambe droite, mais au moment où son patin touche le poteau, sa lame tombe. Donc finalement, il glisse, il n'arrive pas à faire ce déplacement, puis il réussit finalement à revenir, puis un peu chanceusement avec la jambière gauche. Mais ça fait 3 fois cette année qu'on voit des gardiens perdre leur lame. Et ça, c'est les nouvelles lames de patin. Toi, tu fais des patinoires, tu peux parler, il n'y a pas de souci, mais ceux qui font des patins, là, honnêtement, les lames interchangeables, la partie métallique s'enlève sur les patins de joueurs depuis quelques années. Ils ont 2-3 paires de lames, puis au lieu de réguiser en vitesse, on change la lame, tac, ça se fait en 5 secondes. Et là, on fait des lames interchangeables pour les gardiens. Mais les gardiens, le problème, c'est qu'ils ont souvent des chocs, ils arrivent en contact avec le poteau, etc. Donc, les lames sont beaucoup plus sollicitées. Et ça fait 2 fois. Reto Berra a perdu sa lame cette année. Le gardien de Rapperswil, si je ne me trompe pas, a perdu sa lame. Et là, Tobias Stéphane, la question que je me pose, c'est est-ce que l'arbitre doit arrêter le jeu dans ces circonstances-là? Ou non? Mais là, ils n'ont pas sifflé à cause de cette situation en particulier. Je pense Il pas. avait fait l'arrêt, quand même. Mais le puck n'était pas gelé. Donc, la question que je me pose, et je vais poser cette question-là parce que si le gardien perd le masque... Tu es en train de nous dire que là, il perd, par exemple, sa lame, il fait son déplacement, il est gêné, Desharnais marque, tu poses la question de savoir si on peut le valider ou pas? Moi, je pense qu'on doit le valider. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on doit arrêter le jeu dès lors qu'il a perdu sa lame? Est-ce qu'on peut dire, comme quand il perd son masque, quand il perd son bloqueur, est-ce qu'on doit dire arrête jeu parce que le gardien ne peut plus jouer normalement, il a perdu un bris d'équipement? Oui ou non? J'imagine que non, parce que là, c'est pas une protection qu'il a. Oui, exactement. Hein, là, on arrête le jeu si tu joues sans protection. Le joueur de champ aussi. Oui. Le casque, le gant, tu pars tout de suite à la maison quand même, parce que enfin, avec les habitudes, avec les années, on sait. Mais là, on perd un joueur qui perd une lame, on s'en fout aussi. Moi, je pense aussi, mais Je pense, non, mais c'est on avait arrêté le jeu avec Berra, puis là, on a arrêté le jeu avec lui. Donc, c'est une question intéressante parce que tout à coup, il perd sa lame, là, le puck revient, goal. On fait quoi? On annule le but? Moi, je pense pas, mais c'est nouveau. Avant, les lames... Casebook, que dit le casebook? Un casebook, je pense qu'il est... Parce que les lames sont interchangeables depuis cette année seulement, à mon avis. OK. Donc, ce serait une situation nouvelle. Ça mériterait... Parce que c'est arrivé 3 fois, là. On a 10 matchs de jouer. Donc, ça va arriver encore, là. Mais on est vraiment... on arrête, je reviens sur là, si c'est dangereux. Là, c'est pas dangereux. Non. Par contre, il a tant de temps pour rechanger son équipement, on ne doit pas arrêter le jeu. Mais ça se fait Ben, vite. j'imagine que ça va. Oui, mais je pense que. Bien sûr, mais il va au banc, il revient. Mais je pense que c'est assez facile à décider ça à la Ligue, même en direct, parce que je pense que comme c'est écrit dans le bouquin, ça doit être juste. C'est pas Mais dangereux. je pense que c'est inédit. Donc, chaque année, il y a des trucs, tu dis, ça arrive. Tu peux même pas imaginer qu'il arrive. Et là, c'est une nouveauté avec l'équipement des gardiens. Et du coup, on le mettrait où, cette nouveauté, si jamais il y a une décision? Ben, ça va être dans les directives. Parce que comme on change, le livre des règlements est imprimé tous les 4 ans. La dernière fois, c'était en 2018. La prochaine fois, ce sera en 2022. On ne peut pas modifier le livre des règlements. Hein. On peut mettre ça dans les directives ou dans le livre des cas. Le fameux casebook! Des trucs qui arrivent, des trucs incroyables qui arrivent, on le met. Si ça vous arrive, les arbitres, sachez quoi faire. La directive dit qu'il faut faire ça. Voilà. Voilà. Le casebook, ils vous en parlent depuis des années, on ne sait pas, on ne le voit pas. C'est un livre un peu comme ça, un peu... Épais comme ça. Voilà, épais comme ça. Bonne lecture, si jamais, au bord de la plage cet été, c'est magnifique. Big save de Reto Berra, on va le revoir pour le plaisir des yeux, car oui, Denis, l'ancien portier
de NHL vous le dira. Hein. Une mauvaise position accouche parfois d'un big save. En l'occurrence, là, il allait un peu loin dans son déplacement. Mais quand même, Antoine, il faut le réussir, celui-là. Ah, mais moi, je trouve ça magnifique. Moi qui ne suis pas gardien du tout, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Quand je vois ça, je me dis pas, c'est parce qu'il a sa mauvaise place qu'il fait un arrêt extraordinaire. Je suis juste fan. Il a juste arrêté un but. Ben oui. C'est tout. Et Mais voilà, oui, c'est comme ça. merci. Et n'empêche qu'il maintient son équipe dans le match et qu'on arrive dans ces dernières secondes. Imaginez ce qui va se passer. Regardez, Julien Spongard a une grosse occasion juste avant. Ça va pas fonctionner. Et juste après, il va pouvoir marquer le 2-2. Mais on va aller voir la vidéo sur cette réussite. Alors qu'il ne reste plus que 18 secondes à jouer, me semble-t-il. Ce puck qui va revenir vers lui. Il marque et Fribourgeois lève évidemment les bras au ciel. Et de Tobias Stéphane est foudrage. Il se dirige vers l'arbitre en disant « Vous devez l'annuler ». Pourquoi ? Discussion, regardez le contact avec Stolberg qui va tomber sur Tobias Stéphane. Et là, un autre Stéphane, je me tourne vers toi. Sans donner ton avis, s'il te plaît, est-ce que tu peux déjà un petit peu exposer les faits, tu comprends? Ben, Les faits, c'est quoi? Bon, là, il y a matière à aller voir. Donc, les arbitres, le critère des arbitres, c'est de dire s'il y a un contact dans le demi-cercle du gardien, que le contact soit initié par le gardien en déplacement ou par le joueur à l'attaque, contact dans le demi-cercle, accidentel ou pas, ça ne peut pas être un but. Là, là, il est à la limite de son demi-cercle. Donc, considérons qu'il est en dehors, même s'il n'est pas totalement en dehors. La question que vous devez vous poser, c'est que s'il est à l'extérieur de son demi-cercle et le contact est initié avec le joueur à l'attaque par le gardien, c'est but. Si le contact est initié par le joueur à l'attaque, en dehors du demi-cercle, c'est pas goal. Et Donc, pas goal. si le contact est initié par le défenseur, c'est quoi là, le casebook là? Alors, si le joueur est poussé par un joueur à la défense contre son propre gardien, à ce moment-là, il y a matière à décharge. Mais là, il s'est fait enfarger. Tu regardes Enfargé, trébuché. Trébuché, excuse-moi, ouais, très québécois. En forgé, on a les images qui nous viennent, là. C'est un peu violent, ça fait un peu moyen quand même. Mais trébuché, oui, tu regardes la canne, il pique le Fricks, pique le derrière du patin de son gardien, et puis le joueur de Fribourg s'enfarge dans le truc, là. Alors, oui, Antoine. Moi, je peux écouter cet Alors argument-là. là, honnêtement, rien à voir avec le chauvinisme de Fribourgeois que je pourrais être des fois. Mais moi, je suis pour l'offensive, là. Le gardien, il est dehors de son goal. Pour toi, c'est la responsabilité. Pour moi, c'est clair. C'est Frick qui fait tomber Stolberg sur son gardien. Et quelle chance, toi aussi, t'es comme ça? et quelle chance je suis pas il a d'accord le avec gardien. vous. Ouais. Moi, je trouve que Observe la séquence, encore une fois. il arrive, on va la regarder. Moi, je pense que la Stolberg arrive avec de la vitesse, avec une certaine vitesse. Il n'a aucune intention de s'arrêter. Et là, la canne de Frick reste coincée dans les bas du gardien. Et là, il trébuche. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'il fait aucun geste pour éviter le gardien. C'est comme ça. Je vais vous montrer. Non, mais lui... Ah, tu nous la montres en analyse, s'il te plaît? Je vais vous la montrer. Je l'ai sur la tablette. On va y aller. On va aller sur la Vous avez le droit de ne pas changer d'idée. Hein? Ah, bon, on a le droit de contredire. Regardez bien. Regarde la canne à Regardez Frick. bien. OK, En on va y arrière aller. du patin. Regardez d'abord le contact avec le gardien. Là, Stolberg s'en va là. Il a un là, patin. tu vois, là, Regardez, là, attendez. Stop! Laissez-moi expliquer. Je vais l'expliquer. Je vais vous donner la... Regardez, là, il est à moitié. Tobias Stéphane n'est pas clairement en dehors du demi-cercle. Ça, c'est le premier truc zone grise. OK, on est d'accord? Et là, Stolberg, il se fait peut-être trébucher par Frick, mais regardez. Boum! Il pousse le gardien. Il fait rien pour éviter le gardien. Un gars qui veut éviter le gardien, là, il fly d'un côté ou de l'autre. Il montre à l'arbitre qu'il ne veut pas le toucher. Ce qui me dérange, c'est ça ici. Regardez, boum, il cross-check le gardien. Alors, OK, prenez ça isolé, j'ai raison. Alors maintenant, je vais revenir en arrière et expliquer ce que vous expliquez. Pour vous, moi, il y a deux... C'est pas clairement en dehors du demi-cercle, il y a le cross-check. Ça, c'est un appui sur le gardien. sais, C'est j'ai pas bien un cross-check. Et ce que vous expliquez, vous... Regarde la canne Exact. regarde la canne de Frick, puis regarde le patin de Frick par rapport au patin de Je vais Stolberg. expliquer ça exactement ici. Regardez, la canne de Frick, elle vient... La canne de Frick, elle est ici, là. Hop. Tac. Et là, elle va être en porte-à-faux entre le patin du gardien
et ses mains. Et là, effectivement... Regarde la plie, regarde la canne Rate comment elle plie. rate la jambe. Regarde, la canne est ça pliée ramasse en la deux. jambe du gardien et ça fait tomber par ailleurs un peu Stolberg. La canne est pliée en deux. Tu Stéphane. vois qu'elle est comme ça. Alors, messieurs, là, ce J'admets. soir, après toutes ces Non, mais là, discussions... j'admets ta zone grise, j'admets ton idée de d'accord avec la mienne. Mais ce que tu as dit avant, là, Stolberg, il aurait dû essayer d'éviter. Oui. Tu sais ce que l'arbitre aurait fait? Il aurait donné 2 minutes pour simulation. Ah, mais j'en suis persuadé. Non, Alors- mais je veux dire, non, mais c'est tendancieux, on est d'accord que c'est compliqué. Messieurs- Heureusement qu'il n'y a pas du monde dans les spectateurs, dans les gradins, parce qu'il y aurait eu du chenille sur la glace. Ah oui. Je te rappelle que tu as dit avant qu'il n'y en avait plus. Ils n'ont pas trop râlé, Fribourg, étonnamment. Hein? Alors, messieurs, ce Mais soir, parce que tout ils ça, ont- la ils sont conclusion, corrects. je conclue de compliqué. tout ça ce soir que la zone grise existe vraiment. Il y a la règle, et là, on peut dire, contact, est-ce qu'il est dans le demi-cercle ou non? Ah, c'est pas si facile que ça. Alors, admettons qu'il est en dehors de son demi-cercle, qui initie le contact chez Stolberg, mais Stolberg est un peu gêné par Frick, effectivement. C'est quoi le degré de responsabilité de Frick? La canne, elle plie, c'est... Vous avez aussi raison, mais là, vous devez trancher ce soir. Moi, je Vous te êtes dis, arbitre, hein. vous auriez donné le but. Ah, moi, j'aurais donné le but Moi, je l'aurais de toute pas façon, mais bien sûr. Donc voilà. J'aime Donc, mieux un match et puis qui si finit 7 la à 5 situation, que c'est 1-0. si un arbitre qui dit pour moi c'est goal, puis l'autre il dit c'est pas goal, pour faire le troisième vote, c'est la décision sur la glace qui est maintenue. Il devrait mettre de 50-50 ou téléphoner à un ami. Ça, j'avais déjà proposé d'ailleurs ça. Ce serait bien. Mais voilà. Donc, Mais oublie ça, Stéphane n'aurait jamais pu revenir pour ce shoot. alors, ça c'est vrai, mais c'est pas un argument. S'il y a une obstruction qui est causée OK. à l'opposé, obstruction ou pas, c'est pas un argument à décharge. Puis Mais effectivement, il n'y a pas le temps de revenir. Je suis d'accord avec toi. Alors, si vous êtes fribourgeois ce soir, vous Parce devez être que c'est fâché. là. Si vous êtes lausannois, Parce vous trouvez que j'ai raison. Parce que si Stéphane... Non, mais on aurait pu aller en surtemps, puis... Ouais, arrêtez ça, ouais, Stéphane. que je- Parce que si Stéphane, il perd sa lame. Et si on est à l'acte 7 de la finale, là, Ah, là, il y a scandale. là, je peux te dire, les arbitres, là, ils y sont encore. Ah, non, mais- Ils sont encore en train de regarder la vidéo et tous pas sortir. Mais je ça- peux ça- admettre que c'est compliqué c'est pour pas l'arbitre, facile. hein, je veux dire, de décider, parce que nous, on se voit ici, là. Mais enfin, moi, j'aurais été pour. Je serais curieux de De nouveau, savoir. je serais pour un but, moi. Mais je suis suis pour certain un que ça ne fera pas l'unanimité, même à l'intérieur du corps arbitral. Ouais. Il y en a qui vont me dire ah, pour moi, c'est goal ou pour moi, c'est pas goal. Et ça arrivait tout le temps. Vous vous souvenez, l'année passée, le but de Brodin, là, c'est un match à Lausanne, l'histoire de Brodin sur Boltzhauser et tout, ça avait fait un tollé. Moi, je suis toujours d'avis que ce but-là aurait dû être refusé, d'autres diraient accordé. Mais tout le monde, vous avez raison quelque part, oui, mais c'est quoi le degré de responsabilité de Frick là-dedans? C'est quoi? Voilà. On a bien compris. Zone en tout grise. cas. Merci pour le débat, messieurs. Puis Stéphane, je suis d'accord avec toi, il aurait dû avoir but. Voilà. Ça résume assez bien la situation, tu vois, c'est vraiment... Non, moi, je suis pour pas. Mais j'ai bien compris. Vous êtes, Oh, vous êtes- bon vous sang. êtes 3 contre moi, 3 je suis C'était- battu. Allez, Je suis messieurs, on battu. va écouter les réactions des joueurs. Après ça, bah tiens, il aurait pu imaginer égaler le nombre de points marqués par Slava Bikov du côté de Fribourg si cette réussite avait été validée par le corps arbitral. Mais la zone grise existe, vous l'avez compris. On va écouter tout de suite Julien Sprunger à l'interview. Julien Sprunger, défaite contre Lausanne, 2-1. Comment vous analysez cette partie? Ouais, c'était un match serré, beaucoup plus serré que les deux premières confrontations. Je pense qu'on s'attendait à avoir un Lausanne comme on les a vus les premiers matchs, mais on est devenu plus agressif, on leur a laissé moins d'espace. Ils ont eu beaucoup moins d'occasions aussi. Ils ont eu plus de shoots, mais moins d'occasions, je pense, de grosses occasions. Et puis voilà, je pense qu'ils ont marqué le premier, ça a pu faire un peu la différence. On est revenu un petit peu tard et puis ça n'a juste pas réussi sur la fin. Ouais, sur la fin, ça aurait été un but en powerplay, quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Les 6-7 derniers matchs, vous êtes à 5% de réussite dans cette phase de jeu. Comment vous expliquez que ce powerplay qui fonctionnait bien grippe un petit peu maintenant? Bon, je pense que si on regarde aussi les derniers matchs, on a très peu de powerplay. À Lausanne, on en a eu un, ce soir, on en a eu un et demi. Les matchs d'avant, on en a eu un ou deux. On a la peine à trouver notre rythme. Et puis c'est clair que voilà, ce soir, on aurait pu marquer ce goal. Mais en essayant, on y travaille, on regarde des vidéos, on l'entraîne tous les jours. Ça va venir, on voit que si on chute au goal, il y a des rebonds qui vont se créer et puis ça va tourner. En parlant de vidéo, vous avez eu la chance de revoir cette action. Vous en pensez quoi? Écoutez, la décision a été prise. C'est vrai que je comprends les Lausannois qui trouvent ça normal. Après, on a eu des vidéos au début de saison qui disaient que si le gardien est dehors de sa zone et qu'il n'a aucune chance d'attraper le puck, le goal peut compter. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas. Maintenant, on ne va pas faire un scandale avec ça. C'est fait, c'est passé. C'est dommage. Ça aurait fait du bien. On a travaillé pour attraper au moins un point. Et puis, voilà, il faut regarder vers l'avant et puis pas faire un scandale avec ça. Merci Julien. Merci. Julien Sprunger, fidèle à lui-même, hein, messieurs, très sport, hein, dans l'esprit de toute façon. Mais Julien, 5 Oui. secondes avant, il a manqué un énorme... La même shoot, il a manqué de but complètement. ouais, Et ouais.
Le but aurait dû être marqué déjà là. Ouais, mais on n'aurait pas eu le débat. Non, il n'y aurait pas eu Ouais, mais d'interférence. alors, qu'est-ce qu'on aurait dit? On va pas recommencer, messieurs, on arrive à la fin de l'émission. On va écouter surtout une réaction là du côté de Lausanne. On va écouter la réaction de Marc Barberio. Marc Barberio, vous êtes fait des frayeurs en fin de partie. Comment vous expliquez que vous n'avez pas réussi à vous mettre à l'abri avant? Je suis désolé, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes fait des frayeurs, hein, vous avez Des eu un peu frayeurs. peur en fin de partie. Ah, OK. Comment vous expliquez que vous n'avez pas réussi à vous mettre à l'abri, à marquer plus de buts avant? Ah, ben, écoute, on a eu nos chances, mais Rito Berra, il a vraiment bien joué. Hein, on a eu une très bonne chance dans le troisième avec un beau jeu entre Gibbons puis Hudon. Puis il a fait un gros arrêt. Puis écoute, c'est un bon club. C'est pas facile de jouer ici. On sait que leur record à domicile est très, très bon. On savait que ça serait pas une game facile. 3 victoires en 3 matchs contre Fribourg. Pourquoi cet adversaire vous convient autant? C'est dur à dire. Je pense l'an passé, Fribourg était le meilleur club entre ces deux clubs-là. Je pense que cette année, on joue bien dans notre système. En ce moment, on a un bon petit séquence les derniers 4-5 semaines, malgré la quarantaine, mais il faut juste continuer de cette manière-là. Et puis là, depuis le 23 octobre, vous jouez à domicile. C'est la première fois que vous jouez à l'extérieur. Et presque jusqu'à Noël, vous allez jouer qu'une seule fois sur la route à Zug. Qu'est-ce que ça change pour vous? Ben, honnêtement, ça faut rien changer. Il faut juste continuer à jouer notre système. Je trouve on joue bien en unité de 5 sur la glace. 5 contre 5, ça va vraiment bien. Je pense que notre power play peut jouer un peu mieux. Des fois, on tue notre momentum. On essaie de faire des jeux un peu trop risqués au lieu de juste garder ça simple, mettre le puck au net et trouver des rebounds, mais ça va venir. Merci Marc. Merci à toi. Lucide, évidemment, dans l'analyse du côté de Marc Barberio. Messieurs, il est temps de passer aux 3 étoiles de la soirée. La 3e étoile, on en a beaucoup parlé. Il s'agit bien sûr du portier de Fribourg-Gotteron, Reto Berra, exceptionnel. Et 41 shoots, 39 arrêts pour lui. Finalement, c'est Antoine, 95,12% d'arrêts. Malgré la défaite. C'est toujours pas étonnant qu'on mette une étoile pour une équipe, enfin le gardien d'une équipe qui perd, mais il a fait un tel match ce soir. Il a eu 2-3 saves qui sont spectaculaires et puis qui gardent une équipe ou qui met une équipe en confiance. Donc, il est bon depuis le début de la saison. Ouais, absolument. La 2e étoile de la soirée, c'est un certain Denis Hollenstein. Denis Hollenstein, il a marqué, et Yves, son 10e but de la saison ce soir. Un nouveau doublé pour lui. Très efficace, et Stéphane le disait, hein, on le connaissait comme passeur pendant les saisons, puis maintenant, ça devient un buteur confirmé. On va dire. Ben, écoute, il met son puck au but, puis ce soir, je pense qu'on mentionnait que sur un de ses buts, il a peut-être manqué son shoot, puis finalement, ça a rentré. a trouvé le fond du filet. Puis, quand ça va bien, ça va bien. Exactement. Puis c'est ce début de saison-là qui est en train d'avoir. Première étoile de la soirée, lui aussi, il a trouvé le chemin des filets, il a aussi offert 2 buts ce soir, 3 points donc Fabrice Herzog, un ancien joueur zurichois, passé évidemment du côté de Davos, Stéphane. C'est un très bon joueur, hein, Fabrice Herzog. Il a joué en Ligue junior majeure du Québec 2 ans. Il a été repêché à NHL, je pense, 5 ou 6e ronde. Je me souviens plus par quel club, par exemple. Il a joué avec les Remparts de Québec et c'est un gros gars on attendait plus de lui en début de carrière, mais là, il est sur une espèce de... Il est reparti sur une pente ascendante. Il est gros, il est grand, il peut faire beaucoup de choses sur la glace, il est assez physique. Il serait en partance, selon les dernières informations de la presse, des gens qui racontent des scoops. Il serait en partance pour Zug l'année prochaine. Pour remplacer qui? Pour remplacer un certain Hoffman qui, lui, lorgnerait sur la NHL. Et ça, je peux vous le confirmer qu'il lorgne effectivement sur la NHL. Il pourrait même aller terminer la saison de la NHL. Si la saison se termine ici, par exemple, je ne sais pas pour lui, fin mars, mi-avril, fin avril, il pourrait aller terminer la saison avec une équipe de NHL. Parce que on sait que la saison de NHL, si elle a lieu, sera décalée. Et il aimerait tenter sa chance avec une équipe qui n'est pas sur la côte ouest, disons. Oui, c'est ça. Alors ça, merci beaucoup. Non, mais je ne veux pas... Voilà, mais lorsqu'il se sera annoncé l'équipe, si mes informations sont bonnes, les gens feront un lien très, très facile. Très bien.
Bah, ça cogite. Chez les gens, ils sont en train de faire comme ça, ils mettent des petites coches. Messieurs, on est en train d'arriver à la fin de cette soirée. On va récapituler les résultats des 3 rencontres, puisque le match de Langnau avait été reporté. C'est Fribourg-Gotteron qui s'est incliné donc, face au Lausanne Hockey Club sur le score de 2-1. La soirée porte ouverte a tourné à l'avantage de Davos. 7-5 face à Rapperswil. Et Zurich signe un nouveau succès face à Lugano sur le score de 5-1. Au classement, Zurich est leader. Vous le voyez, un petit point de plus que Lausanne, mais 3 matchs également disputés. En plus, on retrouve Fribourg-Gotteron sur le podium. Zug, Genève et Lugano complètent les 6 premières équipes. Et sous la première barre, Rapperswil, Bienne, Ambry et Berne. Davos qui a quitté le fauteuil de cancre de la Ligue pour le laisser donc à Langnau avec 9 matchs seulement disputés donc par les Davosiens. Voilà, vous savez à peu près tout. La suite du hockey sur glace, ça sera mardi soir, bien sûr, à suivre sur MySports. Et puis il est temps de remercier Antoine Desclous, Yves Sarrault, Stéphane. Il y a eu débat ce soir, en tout cas, sur la dernière rencontre. Ça se débat. C'est très bien parce que ça. Il y a du sport. Réflexion, c'est pas facile. Preuve que c'est Exactement. pas facile. Mais c'est pas grave, tu vas dormir dessus, Stéphane, puis tu verras. Demain, tu diras, ah, mais oui, il y avait but. Ah, c'est comme ça. Non, j'y crois pas un seul instant. Mais quoi qu'il en soit, la soirée de hockey sur glace n'est pas encore terminée, puisqu'on vous rappelle le repas d'équipe épisode 2 avec Chris Maxorler, Arnaud Delcourteau, c'est à suivre maintenant, juste après ça. À tout de suite. Bonne soirée à tous. Portez-vous bien. Bye bye.